Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo depuis le CIATI, le sommet pour innover, agir et transformer l'immobilier. Au sommaire de cette édition, deux débats. Le premier sur les défis à venir pour réinvestir l'immobilier. Et puis dans une deuxième partie, on verra comment recréer du lien social dans nos villes. Smart Immo, c'est parti. Réinvestir l'immobilier, quels sont les défis à venir? En tout cas, les défis sont nombreux actuellement entre la crise des taux, la chute des ventes, les projets à l'arrêt, les investisseurs frileux. Le secteur immobilier traverse sa plus grave crise depuis la grande crise de 2008. Pour nous parler peut-être de l'après-crise et surtout des défis à venir pour réinvestir et réinventer l'immobilier, on est en compagnie de trois experts. Marc Bertrand, bonjour. Vous êtes président du directoire de Prime Reim France, bienvenue à vous. À vos côtés, Romain Ferré, bonjour Romain. Bonjour Fabrice. Directeur de la promotion chez Novaxia, spécialiste du recyclage urbain, on va parler dans un instant. Et Philippe Depoux, bonjour. Philippe, vous êtes président de la française REM. Real Estate Management. Bienvenue à vous. On démarre justement avec un des plus grands défis, peut-être avec ces 6 millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France, Romain Ferré. C'est le recyclage urbain. Que va-t-on faire de, ces tonnes de bureaux, plutôt ces millions de mètres carrés de bureaux vacants? Alors Fabrice, d'abord, dans toute crise, il y a des opportunités. Et nous, en fait, l'opportunité du recyclage urbain, il se conjugue à différents points. Un, la pénurie de logement, et surtout en Ile-de-France, très importante. Deux, vous l'avez souligné, une vacance importante, 6 millions de mètres carrés en première couronne de bureaux vacants. Ces bureaux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont obsolètes et cumulent un certain nombre de défauts techniques. Et notre activité numéro 1, c'est de proposer aux collectivités de transformer ces immeubles de bureaux en logements. Oui, pas toujours évident puisque évidemment il y a un coût du foncier et les opérateurs, les investisseurs ou les occupants ne sont pas prêts à lâcher ces mètres carrés entre guillemets ou à consentir un rabais certain. Alors, il est vrai, on en discutait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un effet psychologique qu'il faut passer sur cette vacance et aussi sur la valeur d'expertise qui est souvent faite sur ces actifs. La valeur d'expertise ne tenant pas compte pour le moment de la vacance. Malgré cela, certains grands propriétaires arrivent à nous confier leurs immeubles et à les convertir. Et un point important sur la reconversion, c'est que nous, côté Novaxia, on gère un peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion, ce qui représente 25 000 logements en cours de création à venir et futur. On assume totalement un point très important, c'est la déconstruction. Aujourd'hui, les actifs de bureaux qui sont sur des trames de 21 mètres ne répondent pas à la commande de l'usage de logement. Donc nous, on assume totalement la déconstruction pour pouvoir reconstruire du logement avec un usage plus structurant. Ouais, on va voir les freins dans un instant et comment vous les surmontez. Philippe Depoux, justement, pour vous, quels sont les principaux défis actuels? Dieu sait s'ils sont nombreux en ce moment. Alors, à la française, donc, nous sommes un gestionnaire d'actifs et nous avons un portefeuille, on va dire, d'une trentaine de milliards d'euros. Et dans ce portefeuille, on a à peu près 60% de bureaux, donc des bureaux qu'on appelle corps. Donc, les défis du moment, c'est de faire face à ce bureau bashing qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle le bureau bashing? C'est un certain désintérêt des bureaux de la part des investisseurs. Pourquoi désintérêt? Parce que télétravail a généré du flex office et donc moins de consommation de bureaux. Oui. Le coût du verdissement des actifs de bureaux est assez important. Et donc les investisseurs et les occupants, on va dire, il y a moins de consommation de bureaux et les investisseurs s'y intéressent moins. Et donc nous revendiquons cette spécificité d'être un spécialiste du bureau. Et donc, même si 40% du patrimoine, c'est tout de même une somme, et on gère bien d'autres typologies d'actifs, mais pour parler que des bureaux, on gère ce patrimoine en s'occupant plus que jamais, au travers de nos asset managers, de la gestion quotidienne des immeubles et de la relation aux locataires. Oui. Et on réenchante nos immeubles de bureaux pour donner envie aux locataires de revenir et de travailler dans les locaux, ce qui est en train de se passer. Ah, c'est vrai que c'est important de réenchanter, c'est toujours bien, et de les faire revenir, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui s'étaient habitués finalement à rester chez eux, à moins venir. On nous a même prévenu, bon, comme c'est souvent le cas, la mort du bureau. Là, on a un sentiment
de retour, en tout cas des salariés. C'est ce qu'on voit tendanciellement. Vous parliez des immeubles corps, il n'y a pas tellement de soucis pour le QCA, le centre d'affaires de Paris. En revanche, pour la périphérie, comment on fait? Là, vous avez dû être impacté quand même pour ces bureaux Bien sûr. qui sont moins attractifs. Alors, cela dit, statistiquement, très, très clairement, notre taux d'occupation des immeubles aujourd'hui, donc les locataires, taux d'occupation physique des immeubles est à 90%. Il s'est légèrement dégradé ces 6 derniers mois sous l'effet de la crise économique qu'on commence à quand même à voir poindre. Mais finalement, on a des immeubles qui sont plutôt occupés. Alors oui, j'ai en patrimoine tout de même, ça et là, une petite quinzaine d'immeubles, on va dire, un problème. Certes, il y a pas loin de 6 millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France, incluant Paris, mais tous ne sont pas achetés à la benne. Et donc, dans cette petite partie du patrimoine qui est concernée, soit on sait les transformer, on a plusieurs opérations en route sur le sujet, soit on viendra à un moment où, ça a été dit à l'instant, on fera atterrir les valeurs définitivement et on passera la main à des spécialistes. On termine le tour de table avec vous, Marc Bertrand. Même constat, enfin, vous n'avez pas échappé, racontez-nous comment ça se passe chez Premia. Alors, pour ce qui nous concerne, chez Premia, on a à peu près 35 milliards d'euros d'actifs. Ce qui va nous distinguer de la française, une maison que je connais bien malgré tout, c'est qu'on ne va avoir, j'allais dire, qu'un tiers de bureaux. C'est-à-dire entre 30 et 35% de bureaux. Avec, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Philippe, puisqu'on navigue sur le même sujet, comment réenchanter le bureau, comment le repositionner, comment être lucide sur certains sites et sortir d'autres, parce qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut faire des arbitrages pour pouvoir réinvestir à certains endroits. La plus grosse partie de nos actifs, c'est ce qui va nous distinguer, elle est sur les actifs de santé, sur l'immobilier de santé. Donc le court séjour, c'est les cliniques, le moyen séjour, c'est les soins de suite et puis les cliniques psychiatriques, et les longs séjours, c'est principalement ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite. Voilà. Par contre, en termes de développement, en termes de défis, peut-être élaborer un tout petit peu sur ce dernier point, c'est le défi qui est devant nous, c'est vieillissement de la population, des besoins qui sont en croissance structurelle. On a besoin d'adapter l'outil de travail pour les cliniques. Le défi de la digitalisation, de l'ambulatoire, sont des défis énormes pour nos exploitants. On doit adapter les outils de travail, parfois sortir de certains sites, les aider, les accompagner. Nous sommes des financeurs de leur exploitation, d'une nature un peu spéciale, mais ils nous voient comme tels, et on doit les accompagner. Sur les EHPAD, sur les longs séjours, la contribution à la valeur ajoutée de l'immobilier est plus forte, mais c'est également un outil de travail pour un exploitant qui doit répondre aux besoins qualitatifs, aux besoins sociétaux, aux besoins. Oui. Voilà. Donc on doit. Notre objectif, c'est de nous développer, de continuer de développer cette activité-là, qui est très bien orientée, dans laquelle on a une position très forte. Et puis, je dirais un des axes, alors pour progresser, ça va être d'aller plus loin en termes de géographie, d'aller dans des pays où nous ne sommes pas encore. On est présent dans 6 pays, mais on n'est en que 6 pays. Alors que les besoins sont partout. Les besoins sont partout, à moduler en fonction de la profondeur des marchés, de l'organisation locale des soins, de la dynamique démographique. Et il y a ne serait-ce qu'au sein de l'Europe, il y a des vraies différences. Donc c'est que plus que jamais, il faut être local aussi sur ce métier-là pour faire de l'immobilier correctement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu d'examiner ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de regarder avec attention ce qui a été fait par exemple dans les secteurs de l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'on peut être un pur bailleur des murs, mais parfois les exploitants ont aussi besoin de baux ou de contrats d'une nature un peu différente pour avoir une charge qui soit moins fixe, un peu plus variable, et qui en contrepartie peut donner un peu plus de rémunération pour l'investisseur immobilier ou l'investisseur un petit peu hybride. Donc on arrive à ces produits hybrides, mais c'est très important, et je terminerai là-dessus, parce que aujourd'hui l'exigence des investisseurs immobiliers, c'est d'avoir plus de rendement pour être compétitif avec l'environnement des autres produits, et qu'on doit faire preuve d'imagination, et c'est sans doute un des plus grands défis, pour aller capter des rendements supplémentaires qui fassent revenir les investisseurs sur la classe d'actifs immobiliers
même si elle déborde un peu sur Voilà. d'autres classes d'actifs. Classe d'actifs immobilières qui avait été un petit peu, c'est vrai, désertée par les zinzins, les investisseurs institutionnels, parce qu'il y avait d'autres propositions peut-être plus intéressantes. Le problème, c'est qu'ils sont sortis un peu tous en même temps. On repart du recyclage urbain avec vous, Romain Ferré, chez Novaxia, avec une échéance à court terme. Ça va être les municipales l'an prochain. On sait que c'est jamais très bon, que ça donne souvent un coup d'arrêt au développement, au projet peut-être de recyclage urbain. Et vous nous disiez en plus, c'est vrai qu'il y a, pour le maire, c'est pas forcément une bonne nouvelle de transformer des bureaux en logement. Expliquez-nous. Exactement, Fabrice. Ça fait partie des défis. Tout à l'heure, on vous posait la question, quels sont les défis? Les défis, pour nous, ils sont multiples. Le défi politique est un défi important, parce qu'en fait, un immeuble de bureau qui est aujourd'hui vide, mais est très souvent chauffé, gardienné, et le propriétaire paye la taxe de bureau. Alors que quand on continue à payer même quand le bureau est complètement vide. c'est une obligation. Enfin, je parle de mes deux confrères qui sont assis à côté de moi, je pense le valideront. Et un point très important, c'est que quand on est amené à produire du logement, l'élu n'y est pas forcément favorable parce qu'on lui supprime sa taxe de bureau. Ouais. Ponctuellement, on lui crée des problèmes parce qu'il y a 24 mois de chantier. Troisièmement, il ne perçoit plus la taxe d'habitation. Quatrièmement, il doit fournir des équipements publics pour les futurs habitants. Voilà, des écoles par exemple. Des écoles essentiellement, mais ça peut être aussi de la culture ou du loisir avec des piscines. Donc en fait, on a une responsabilité, on l'évoquait tout à l'heure lors de la table ronde, c'est de pouvoir participer en tant qu'opérateur privé au financement de ces équipements pour donner du sens et surtout accompagner l'élu dans cette démarche. Comment on les convainc les élus? C'est quoi ta tour de cercle? Alors, dites, vous allez avoir. Alors on va pas délivrer notre recette magique, mais en fait tout ça fait plutôt sens aujourd'hui dans la notion de démobilité. On en parlait tout à l'heure, les usages ont changé, il faut pouvoir travailler, vivre, consommer et avoir ses loisirs à un seul et même endroit. Et puis il y a un sujet qui est la vacance. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps les grands propriétaires pourront durer à tenir ces actifs, et surtout et encore en dénominateur commun, la pénurie de logements en Ile-de-France qui est exponentielle. Philippe Depot, c'est vrai qu'à un moment on peut se dire on a tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'aperçoit que non, c'est pas visiblement un site attractif. Puis il y a une autre chose, c'est la valeur verte dont on parle beaucoup. À un moment, on sait que le coût finalement de remettre en état, je ne sais pas si c'est encore réenchanté, mais remettre en état aux normes, ça coûte extrêmement cher. Oui, à la française, pour différencier nos immeubles de bureaux de ceux des autres, en tout cas essayer de les différencier, notamment sur les sites un peu compliqués où il y a beaucoup de vacances. On attaque ça par 3 angles. L'angle de la frugalité de l'immeuble, donc sa consommation et ses émissions de gaz à effet de serre, donc des vrais plans ambitieux de travaux. De la souplesse dans les baux, parce que dans ces secteurs-là, on ne parle pas là du boulevard Haussmann, mais on parle plutôt de villes de 3e couronne. Ce dont les locataires ont besoin, c'est de souplesse dans les surfaces qu'ils utilisent. Et le 3e volet, qu'on a beaucoup travaillé également, c'est une prestation de service adapté à la localisation, la taille de l'immeuble et la typologie du locataire. Donc pour faire ça, on n'est pas des magiciens, on est allé identifier une 50aine de besoins qu'il peut y avoir dans un immeuble. Pour ça, on a demandé au locataire, c'est la meilleure personne pour nous dire de quoi il a besoin dans un immeuble, pas nous qui allons le faire à sa place. Et après, pour chacun de ces besoins, on a fait un appel d'offres et on a sélectionné quelqu'un qui nous fait une offre exclusive à prix très rabaissé. Et nous faisons bénéficier nos locataires actuels ou potentiels sur ces locaux qui connaissent la vacance locative de ces typologies de services. Donc ça, c'est la façon de se distinguer sur ces patrimoines-là. Et après, comme on le disait tout à l'heure, il va rester quelques immeubles sur lesquels mathématiquement on n'y arrivera pas. On sait qu'on n'y arrivera pas. Vous le disiez tout à l'heure, les marchés se sont polarisés. Il y a eu un flight to centrality, donc le quartier central des affaires n'est pas concerné, encore que le taux de vacances commence à y remonter, mais on est plus sur des localisations isolées et souvent avec des immeubles obsolètes. Et donc ces immeubles-là, soit on trouve la bonne martingale, ce que fait Novaxia pour les recycler, repositionner et trouver une bonne vie future. Pour ça, c'est pas forcément de la science infuse. On utilise également les promoteurs qui ont beaucoup de temps en ce moment. Et les promoteurs, ils ont 2 intérêts. Ce sont des techniciens du bâtiment, ce sont des vrais techniciens du bâtiment, et ils ont la relation avec les autorités locales. Donc ça fait 2 choses qui sont indispensables, pas suffisantes, mais nécessaires pour pouvoir repositionner un immeuble. Voilà, et je pense qu'on s'en sortira comme ça. Voilà, on peut s'en sortir, il y a des solutions. Marc Bertrand, on finit avec vous. Réponse courte, voilà, ces défis, on le voit, il y a quand même heureusement des solutions, des choses à faire, et également sur le secteur de la santé qui est ô combien compliqué avec des immenses défis à venir, notamment démographiques. Oui,
Là, le gros sujet, c'est comment adapter, comment suivre les besoins en volume, en qualité des différentes typologies de bâtiments, comment inventer des nouvelles formes de contrats qui soient plus participatives, mais on n'est pas dans la reconversion d'immeubles obsolètes, ou alors c'est relativement rare. C'est-à-dire que les exploitants, en fait, quand ils ont une exploitation rentable, on est à l'extrême limite, pour le schématiser, on est à l'extrême limite avec l'immobilier de santé entre l'infrastructure et l'immobilier. Ouais. La principale qualité, par exemple, d'une clinique, c'est pas son emplacement au sens immobilier, parce que souvent aujourd'hui il est en périphérie d'une ville avec de la place autour, mais avoir de la place autour, comment dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de rareté de terrain. Mais pour la clinique, c'est surtout le fait qu'elle va pouvoir s'agrandir et mettre Bien des sûr. nouvelles installations techniques. Donc on n'est pas, c'est une des choses que j'ai appris relativement récemment, c'est qu'il fallait un petit peu que je désapprenne mes réflexes immobiliers. C'est plus de emplacement, que- emplacement, que la- emplacement. Il y a aussi une fonctionnalité. Si, mais c'est pas, comment dire, la qualité de l'emplacement ne se mesure pas à la même aune. C'est-à-dire que c'est pareil pour un data center, sûr. c'est-à-dire que être au confluent des lignes électriques, c'est rarement une qualité pour investir dans l'immobilier quand on fait du résidentiel, par exemple. C'est vrai. Et inversement, on sait que les usagers, Mais évidemment, pourtant, quand ils on est à cet accepteront endroit-là, voilà. d'aller, de faire 3, 4, 5 km de plus, pas être dans l'hypercentre pour aller se faire soigner. Oui, parce que et ça permet de développer horizontalement des plateaux techniques qui correspondent plus aux besoins des médecins qui sont derrière. Voilà, donc c'est passionnant. C'est passionnant en effet et on continue à en discuter sur cette antenne, sur Smart Immo bien évidemment. Merci à nos 3 experts, Merci Marc beaucoup. Bertrand, Merci Prémien, beaucoup. fille de poule à française et Romain Ferré de Novaxia. À très bientôt pour Merci un à nouveau tous. Smart Immo. Le débat dans Smart Immo, l'immobilier peut-il recréer du lien social? C'est la question qu'on va poser à nos 2 experts. On est ravis d'accueillir Christian Lema. Bonjour Christian. Bonjour, Vous êtes directeur international chez Nood pour la partie ESG. tout à Bienvenue fait. à vous. Et Merci. vous êtes en compagnie de Fabrice Amic. Bonjour Fabrice. Bonjour. Directeur des investissements du fonds du co-investissement à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Bienvenue à vous. Christian, je démarre avec vous, effectivement, avec cette question effectivement du lien social. On a redécouvert que c'était fondamental, notamment à l'occasion de crises, on se souvient bien, où on était enfermés chez nous. La ville est encore plus dure à supporter. Comment l'immobilier recrée du lien social? Comment vous pensez cette question chez Nood? On l'a travaillé notamment en partenariat avec le groupe SOS où on a participé en fait à un groupe de travail initié par l'Impact Tank du groupe SOS pour justement travailler sur des indicateurs de mesure du lien social. Oui. En fait, en tant qu'acteur de l'immobilier et notamment gestionnaire de centres commerciaux, en fait, on se posait la question d'avoir des indicateurs de mesure qui soient aussi qualitatifs que les indicateurs que nous avons sur le volet environnemental, Oui. sur ce sujet sociétal. Et donc, c'est cette étude qui nous a permis de faire émerger des indicateurs pertinents pour nous aider justement à mieux objectiver, mieux mesurer la question du lien social ou la valeur de lien social que nous créons à travers la transformation ou la gestion des centres commerciaux ou des différents objets immobiliers que l'on nous confie. Mais alors, on est curieux parce que c'est vrai que le lien social, on se dit, bon, bah tiens, c'est discuter avec les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur, voilà, j'allais dire un peu clinique sur ce lien social? Oui, Comment vous faites? plusieurs indicateurs intéressants ont émergé, notamment la mesure du taux d'éducation, ou donc comment le lieu finalement contribue à améliorer des éléments d'éducation, la mesure également de la santé des usagers du site qui peut être mesurée, l'impact aussi sur la fracture sociale, comment finalement on a réussi à faire reconverger, recréer du lien et de la mixité sociale dans les lieux que nous gérons. Donc différents indicateurs de ce type ont émergé et en fait derrière ça nous donne envie d'agir et donc de renforcer notamment nos liens avec l'économie sociale et solidaire, recréer nos liens aussi avec les tiers-lieux qui est une dynamique qui répond pas mal aux besoins des territoires et remettre aussi des objets autres qu'objets de consommation ou commercial pour apporter des nouveaux agréments de venue aux clients ou aux usagers des sites que nous gérons. C'est très clair. Fabrice Amic, donc à l'ANRU, vous vous intéressez bien sûr à la rénovation urbaine. Vous êtes sensible à cette problématique du lien social également? Oui, bien entendu. L'ANRU intervient depuis une vingtaine d'années à travers des programmes de rénovation urbaine
pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers les plus populaires. À travers ces programmes de rénovation urbaine, l'ANRU est beaucoup intervenu sur le bâti et sur la qualité des logements, sur l'amélioration des logements. Mais depuis une dizaine d'années, l'ANRU s'est vu doté par l'État d'une nouvelle mission à travers le fonds de co-investissement de l'ANRU. Et cette mission, c'est d'investir dans des projets immobiliers dans les quartiers pour faire ce que dans notre jargon on appelle de la diversification fonctionnelle. La diversification fonctionnelle, c'est amener dans ces quartiers des nouvelles fonctions, Oui. des fonctions qui étaient plutôt absentes parce qu'on avait des quartiers qui étaient très marqués par le logement. Et à travers ces opérations, qui sont des opérations dans des tiers-lieux, dans du commerce, donc tout ce type de sujet dont on vient parler, mais également dans des centres de santé, dans des crèches, etc., on vient effectivement recréer de l'activité, mais recréer surtout du lien social et permettre aux gens d'avoir des lieux dans lesquels ils peuvent se retrouver, dans lesquels ils peuvent échanger, dans lesquels ils peuvent travailler, etc., vivre des choses ensemble. D'accord. Des tiers-lieux, ça veut dire que ça va être voilà, des endroits où on va pouvoir, comme vous le disiez, travailler, mais aussi s'amuser, peut-être se retrouver, participer à des manifestations culturelles ou sportives. Des tiers-lieux, alors sportives, pas forcément. En fait, disons que les tiers-lieux ont tous ensuite des tonalités différentes. Certains sont plus à dominante de formation, d'autres sont plus à dominante culturelle, par exemple, d'autres sont plus à dominante de travail. Mais la caractéristique des tiers-lieux, c'est qu'on y a une mixité d'usages et une mixité de population et que les gens peuvent s'y retrouver et effectivement utiliser le café et puis aller faire un temps de coworking et puis peut-être se retrouver ensuite pour un moment de convivialité. Voilà, donc c'est des lieux qui permettent effectivement la recréation de ce lien en quelque sorte dans les quartiers. Ouais, c'est intéressant parce que tous les deux vous parlez de recréer du lien social, mais c'est avant tout habiter aussi la ville qui est différente. On a eu cette ville peut-être des années 70-80 qui était très polarisée. Il y avait le dortoir d'un côté, le bureau et puis l'amusement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ville quart d'heure, de choses où on a envie d'être ensemble finalement à travers ces différentes activités en même temps. Tout à fait, vous parlez de la ville du quart d'heure et nous avons la chance d'être partenaire de la chaire ETI pilotée par Carlos Moreno Oui, qui l'inventeur est du concept. l'inventeur du concept de la ville du quart d'heure. Et en fait, nous on se rend compte que notamment les centres commerciaux que nous gérons étaient initialement en périphérie mais ont été rattrapés par la ville. Et donc la question justement de la recréation du lien ou de l'intégration de l'objet immobilier dans son quartier devient extrêmement important. On parlait tout à l'heure des tiers-lieux, et finalement ces objets que sont les tiers-lieux doivent répondre parfaitement aux besoins d'un territoire. C'est du sur-mesure à chaque fois. On n'a jamais la même solution que l'on va proposer. Donc ça peut être, comme on venait de le parler, un lieu de rencontre pour du café, ça peut être aussi des lieux qui œuvrent contre la fracture numérique, on a parlé de la formation, on a parlé des lieux aussi de santé, qui font de la prévention sur des sujets de santé. Donc c'est polyforme et finalement le but ou la priorité c'est de répondre aux besoins du territoire et pour nous en particulier sans dégrader la valeur globale de l'actif immobilier ou aller explorer d'autres leviers de mesures de création de valeur. Ce qui est intéressant, c'est que le centre commercial qui était en périphérie, donc un peu exilé par rapport à la ville, il est rattrapé aujourd'hui par cette urbanité où on va justement construire sur ces friches qui sont déjà finalement équipées. Exactement. Donc nous vraiment l'objet, un élément qui est ressorti de l'étude, c'est que aujourd'hui, beaucoup de lieux de lien ont disparu, les cafés, qui étaient les lieux de lien initiaux. Il y en a de moins en moins, je pense que là, c'est 90% de cafés en moins. Et donc, dans la perception des lieux de lien aujourd'hui au sein de la société française, des centres commerciaux arrivent en premier. Donc 52% des répondants disent que le centre commercial est le principal lieu de lien, de rencontre, de création de liens pour faire société. Et donc finalement, ces objets qui ont parfois un peu vieilli, qui se retrouvent un peu à la périphérie, nous, c'est une pépite entre nos mains, une pépite aux côtés de nos clients pour pouvoir transformer ces objets, leur donner finalement de nouveaux usages, apporter de la mixité fonctionnelle, comme on l'évoquait tout à l'heure, et venir apporter des nouveaux agréments de venue, des nouvelles visites, et tout en contribuant finalement à cette notion de faire société et de création de liens entre les individus. Oui. Alors vous nous parliez, Fabrice Amic, du fonds de co-investissement de l'ANRU. On
pas sûr qu'ils soient déployés pour faire revivre les cafés, puisqu'il y en avait quelques dizaines de milliers il y a quelques dizaines d'années. Bon, ça a baissé. Justement, quelle va être la priorité pour vous, pour justement atteindre ces objectifs et recréer ce lien? Alors, nous, notre priorité, effectivement, c'est bien de répondre aux besoins des quartiers. C'est pas à nous de décider ce qui est bon pour tel ou tel quartier. C'est vrai que, comme le disait Christian, les quartiers, souvent les quartiers politiques de la ville étaient des quartiers périphériques, des quartiers très enclavés. L'action qu'on a quand on investit dans ces quartiers où on ramène de nouvelles activités, elle est double. À la fois, on contribue à amener des services, des activités, des lieux de lien pour les habitants de ces quartiers qui leur permet de trouver à côté de chez eux des services qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais ça permet aussi d'amener des nouveaux services dans ces quartiers qui peuvent être des lieux de destination, comme certains des tiers-lieux qu'on a créés, et qui permettent de faire venir des habitants d'autres parties de la ville dans le quartier, parce que ce quartier est maintenant détenteur effectivement d'un lieu qui a un usage particulier qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc on crée des porosités, on réintègre les quartiers finalement et on crée de la mixité dans tous les sens en amenant de nouveaux lieux dans ces quartiers. Ouais, des nouveaux lieux, des marqueurs aussi d'une identité, des fois d'un quartier où les gens vont se retrouver. Voilà, ça fait vivre aussi ces quartiers, en plus du centre commercial qui, on le sait, désormais remplace le café, même s'il y a des cafés dans les centres commerciaux, bien évidemment. Merci à nos deux spécialistes, Fabrice Amic en rue et Christian Lema de Nood, et à très bientôt sur Smart Imo.